Bonjour à tous. Par habitude ou par paresse, le terme de smart grid est souvent associé au secteur de l'énergie. Pourtant, les réseaux d'eau ont également connu leur mutation intelligente. Ce sera le thème de l'émission du jour. Bonne émission à tous. Eh bien, bienvenue sur ce plateau pour cette nouvelle émission. À mes côtés, Bérengère Sixta Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur contrôle technique de la délégation et système d'information au syndicat des eaux d'Île-de-France. Tout à fait. En face de vous, Paul-Joël Dorian. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur adjoint de l'innovation et de la performance industrielle de Suez Environnement. Alors, en lancement de cette émission, je parlais de mutation intelligente, de révolution intelligente pour l'eau. Pourquoi et comment s'est imposée cette thématique, ce sujet dans les réseaux d'eau? Les réseaux d'eau, c'est déjà dans la ville. Et la ville, on parle de ville durable. Et la ville durable, elle sera une ville intelligente, informée, réactive. Et c'est effectivement dans la ville, il y a des réseaux d'eau. Est-ce que vous savez que dans une ville, c'est typiquement 1000, 2000, 4000 km de réseaux d'eau de distribution, mais il y a les mêmes aussi en assainissement. Et donc, il faut être capable de les surveiller, de les gérer et de les piloter en utilisant des techniques modernes, donc des techniques d'information. Alors, justement, quels sont les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour les collectivités pour mieux gérer ces réseaux? D'abord, je pense qu'il faut passer de l'usager, de l'utilisateur, les compteurs, le comptage intelligent, la télérelève. Aujourd'hui, on sait compter, mesurer la consommation d'eau et apporter des services nouveaux, non seulement la consommation d'eau, mais aussi de l'alerte en cas de fuite. Ça, c'est la télérelève. C'est toute la surveillance du réseau de distribution d'eau potable, à la fois pour prévenir des fuites. Quand vous avez une grande fuite d'eau, vous avez éventuellement une chaussée qui va s'éventrer, donc toutes les perturbations de trafic. Aujourd'hui, on est capable de suivre effectivement ces événements et d'intervenir, de prévenir. Et puis bien entendu, le suivi de la qualité d'eau en continu pour assurer la distribution. Et puis, dans les réseaux d'assainissement, qui souvent en France sont aussi des réseaux d'eau pluviale, c'est aussi prévenir les inondations. D'accord. Vous venez de dire aujourd'hui, ça veut dire que c'est des technologies qui sont matures? Oui, c'est des technologies qui sont en plein déploiement. Aujourd'hui, par exemple, je vous disais au niveau de la télérelève, c'est 2 millions de compteurs aujourd'hui qui sont déjà installés en Europe, en France, en Espagne, à Malte, par Suez Environnement, pour effectivement assurer cette télérelève. Très bien. Alors Bérengère Sixta Dumoulin, le déclic réseau intelligent, lui, je crois, s'est enclenché pour le CEDIF il y a quelques années, avec quelques projets phares, notamment sur cette notion de réseau communicant. Est-ce que vous pouvez nous présenter les initiatives qui ont été mises en place? Alors tout à fait, donc le CEDIF a profité du renouvellement du contrat de DSP pour vraiment mettre l'accent sur les technologies innovantes et donc le réseau intelligent. Son ambition, c'est de mettre en place un réseau communicant au moyen de capteurs placés sur le réseau, et puis de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc effectivement, dans ces projets, on retrouve la télérelève qui vient d'être citée. Pour le CEDIF, donc c'est 570 000 compteurs qui seront équipés d'ici à fin 2015 d'un système de télérelève avec la mise en place d'un réseau de communication qui permet de faire remonter toutes ces informations vers un centre de pilotage centralisé et qui permettra de piloter et donc d'optimiser l'exploitation du réseau. Voilà. Et alors concrètement, pour moi, utilisateur, qu'est-ce que m'apporte ce réseau communicant? Donc le deuxième point avec la télérelève, c'est effectivement d'apporter de nouveaux services pour l'abonné. Donc, premier avantage, c'est déjà la facturation sur la consommation réelle 4 fois par an. Et puis ensuite, tout un pacte de nouveaux services d'alerte sur des surconsommations que les usagers, les abonnés peuvent via Internet paramétrer en mettant des seuils d'alerte. D'accord, donc on peut recevoir un SMS en cas d'alerte, ce genre de choses, Oui, ou un email? Tout à fait, on peut recevoir un SMS ou un mail vous alertant lorsque vous avez une consommation anormale ou une surconsommation la nuit qui pourrait laisser penser qu'il y a une fuite chez vous. Très bien. Bon, j'ai débranché mon portable pour cette émission, donc j'espère que je n'aurai pas de fuite d'eau chez moi. Ça, c'est pour la partie usager. Est-ce que, en tant que gestionnaire de réseau, ces technologies, elles apportent aussi de nouveaux services? Alors, elles permettent effectivement d'avoir une meilleure connaissance de la consommation sur l'ensemble du patrimoine qui est exploité. Ça permet de faire des agrégations de consommation sur des zones plus petites, sur des secteurs par exemple, et d'ajuster comme ça la production à des zones de consommation particulières.
dans un objectif d'optimisation du service, en fait, de l'exploitation de l'ensemble des installations. Donc il y a un objectif de performance, on pourrait le résumer comme ça? Alors bien sûr, il y a effectivement la performance qui va se jouer à plusieurs niveaux. Déjà sur le rendement du réseau, quand on est capable de détecter des fuites, que ce soit sur la partie privée ou la partie publique, par le biais d'autres capteurs que l'on installe par ailleurs. Évidemment, on va jouer tout de suite sur les pertes et puis sur le rendement, qui est à 90% pour le CEDIF, donc qui est déjà d'un bon niveau. Et puis oui, derrière, l'optimisation en consommation énergétique, en maîtrisant mieux les transferts entre réseaux, la manière dont on va stocker l'eau dans les réservoirs. Et le dernier volet, avec des capteurs sur la qualité de l'eau, on va avoir une meilleure traçabilité de l'eau dans le réseau et pouvoir assurer vraiment une qualité irréprochable de l'eau. Alors on a parlé juste au début du renouvellement, il y a 4 ans. Quelles sont les échéances pour tout ce déploiement? Il y a un calendrier Alors pour le déploiement des compteurs télérelevés, donc, je le disais, c'est l'ensemble des compteurs d'ici fin 2015. Ensuite, on installe des compteurs, des capteurs multiparamètres pour la qualité de l'eau. Donc là, il y en a à peu près 200 de prévus d'ici à peu près la fin de l'année 2015 aussi. Et puis, voilà, c'est déjà en cours. Et puis enfin, des capteurs de prélocalisation acoustique qui vont permettre de détecter de manière précoce les fuites sur le réseau et éviter, comme monsieur le disait, des dommages importants sur la voirie. Et là, c'est pareil, dans un timing à peu près identique pour 1000 capteurs sur le réseau. Très bien. Paul-Joël Dorian, on vient de voir l'exemple du CEDIF. Vous êtes au contact forcément des décideurs publics avec Suez Environnement. Sont-ils à jour sur ces sujets? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce que vous essayez de leur donner envie? Comment ça se passe? Oui, effectivement, je crois que les décideurs sont à jour, même si effectivement il va y avoir des différences entre la petite commune et la grande ville. Suez Environnement a comme caractéristique de servir des grandes villes comme Bordeaux, Marseille et des villes plus petites de province, donc en France. Mais on sert aussi des Casablanca, Santiago du Chili, Barcelone. Et donc effectivement, dans ces grandes villes, à la fois le citoyen est à l'attente d'une ville plus moderne, et de l'information sur son smartphone, et donc c'est ce qu'on lui apporte comme service. Donc je crois qu'effectivement les municipalités sont de plus en plus au courant et ont un besoin et ont envie de projeter une image moderne de leur cité. Est-ce que ceux-ci ont aussi des solutions chères? Est-ce que ça peut aussi poser un problème en termes d'investissement? Je crois qu'en fait, c'est une solution de productivité, je crois que vous l'avez signalé. Un coût d'une intervention dans un réseau sur ces milliers de kilomètres que je décrivais, ça coûte très cher d'envoyer des opérateurs, et donc effectivement, il y a une action de productivité avec un service mieux géré. C'est aussi le patrimoine, on parle dans nos métiers de patrimoine enterré, parce qu'effectivement, on ne le voit pas. Ça représente ce réseau dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, tous ces tuyaux qui sont dans la rue, on les a installés il y a très longtemps, lorsque il faut les renouveler, ça coûte très cher. Et donc, effectivement, ce sont des économies après les villes, lorsqu'elles ont un système plus performant. Donc, la modernité et puis des économies potentielles, c'est un petit peu les... Je vais vous donner un exemple très concret. On a parlé des réseaux de distribution d'eau potable, je parlais du pluvial. Lorsqu'on rend un système de pluvial intelligent, on peut économiser. À Paris, avec le SIAP, on a installé effectivement un réseau qui permet de suivre effectivement d'une façon dynamique l'arrivée d'eau pluviale dans le réseau et d'optimiser. Et ça a permis effectivement de réduire de 250 millions d'euros, ce qui est tout à fait considérable, l'investissement nécessaire pour absorber les eaux pluviales. Et comme vous savez, aujourd'hui, le changement climatique, on a de plus en plus des orages. On a d'ailleurs eu cette semaine en région parisienne important, je crois, on s'en souvient. Et donc effectivement, éviter les inondations sont des coûts économiques très importants. Bérengère Sixta-Dumoulin, peut-être pour le CEDIF, vous regroupez beaucoup de collectivités, de communes. Comment justement les projets dont on a parlé tout à l'heure, ils ont été accueillis par les élus, par les décideurs? Donc là oui, le CEDIF c'est 149 communes, donc ça fait effectivement beaucoup d'élus à convaincre. On voit qu'avec la rapidité de la mise en œuvre, je pense que c'est un bon exemple de la conviction de ces nouvelles technologies par les élus.
Le réseau communicant de communication qui a été mis en place peut aussi servir aux communes pour transporter d'autres types d'informations. Donc c'est un réseau qui est aussi laissé pour l'usage des communes. Donc, ça par exemple, c'est quoi? C'est la qualité de l'air? C'est ce genre de... Ça peut être, oui, la qualité de l'air, des capteurs de qualité de l'air, ou un autre sujet aussi très important, la collecte des déchets pour optimiser les tournées. C'est un autre exemple de ville intelligente. C'est peut-être un sujet connexe parce que ça facilite aussi la bonne acceptation. Vous avez déjà des premiers résultats sur ces déploiements? Les premiers résultats, c'est qu'on a déjà une facturation au temps réel, au temps réel en continu sur des factures, sur des consommations réelles. Sur une grosse partie du territoire. D'accord. C'est surtout ça. Et puis en termes de performance peut-être? Et puis en termes de performance, aujourd'hui, oui, on est capable de trouver des fuites par le biais de ces capteurs de prélocalisation acoustique de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente surtout. Très bien. Bon, on approche vraiment de la fin de l'émission. Peut-être avant de se quitter, est-ce que tous deux, vous pourriez donner un petit conseil aux décideurs qui nous regarderaient? Comment s'y prendre? Quelles sont les choses à avoir en tête quand on veut s'intéresser ou passer le cap de ces réseaux d'eau intelligents? Paul-Joël Dorian. Planifier, avoir envie et puis expliquer. Je crois qu'il faut effectivement associer le citoyen à ces déploiements. Et quand effectivement vous avez une information, ces choses qui étaient mystérieuses, maintenant vous avez une information sur votre smartphone, sur vos outils et vous avez la qualité de l'eau, vous savez que vos réseaux sont surveillés, vous savez que vous avez effectivement une performance, je crois que ça rassure le citoyen lorsqu'il reçoit après sa facture, effectivement, elle est liée à sa vraie consommation et non pas à des vraies prévisions. Donc je crois que c'est la modernité de la ville. Et un point qui est important, je crois que la France à ce niveau-là est plutôt en avance, c'est plutôt bien placé dans le monde, donc c'est aussi un facteur de compétitivité de nos villes et de notre industrie. Très bien, très vite Bérangère. Moi je pense que pour les décideurs politiques, il faut être toujours à l'écoute de ses administrés, des usagers, des abonnés, de vraiment aller le mieux possible vers les besoins de ces personnes-là. Et puis après, en conseil, je pense qu'il faut à la base bien définir les besoins d'une ville, d'un réseau et mettre en place les solutions qui vont aller vers les objectifs qui sont préalablement bien définis plutôt que mettre en place tout un tas de nouvelles technologies sans savoir vraiment à quoi elles vont servir à la fin. Parfait, on restera sur ces conseils. Merci à vous pour vos éclairages sur cette thématique de la Smart Sweater. C'est un peu parfois technique, mais c'était très clair. Donc je vous remercie de vos explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bien entendu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de la chaîne Smart City sur Cleantech République, sur la Tribune et sur notre chaîne YouTube. Au revoir.